C'est le sujet sur lequel on a beaucoup réfléchi. Ce que j'ai adoré moi dans le challenge, c'est le fait d'avoir des moyens et en même temps des grandes poches d'amélioration. Getaround est une application de location de voitures en autopartage. Elle permet à ses utilisateurs de débloquer des véhicules mis en location par des professionnels et des particuliers en libre service. Aujourd'hui, Théo rencontre David Varol, Head of Growth Europe de la marque. Ensemble, ils aborderont les challenges de la croissance, leur LTV et l'importance capitale de la homepage. Donc tu t'appelles David, tu es le Head of Growth Europe de Getaround. C'est un titre très, très important de préciser Europe, puisque tu as plusieurs pays dans ton scope, malgré le fait que Getaround, tu me le disais avant, soit aujourd'hui très dominant en France et en Norvège. Est-ce que tu peux commencer par nous parler un petit peu de ton background, et après on a quelques sujets à voir ensemble qui sont, enfin, je vais quand même annoncer pour faire un petit sommaire de cet épisode. On va parler de lifetime value, on va parler d'essayer et comment vous avez scalé les budgets, donc depuis ton arrivée il y a 1 an et demi chez Getaround. On va aussi parler de ce que vous avez appris sur le timing, je reste assez flou là-dessus, on le creusera après, et un petit bonus à la fin sur le rôle d'une homepage. Ça sort du four, tu le disais, c'est un insight très récent de chez Getaround que tu nous partages. Je crois que tu disais que c'était hier que vous avez tiré les conclusions, donc génial, on a bien timé l'enregistrement. On a décalé une semaine d'ailleurs, donc super, on va pouvoir avoir le truc sur la homepage. David, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter un peu ce que tu faisais avant d'arriver chez Getaround? Ouais, avec plaisir. Donc je m'appelle David, ça fait à peu près 6 ans que je travaille dans le marketing. J'ai commencé en étant consultant dans un cabinet de conseil en stratégie marketing pendant 3 ans. Et après, il y a eu le Covid. Et en fait, un peu, je pense comme pas mal de personnes, c'est un peu la période pour se remettre un peu en question, etc. Je commençais à de plus en plus me renseigner sur le monde des startups. Et un peu de fil en aiguille, j'ai commencé à regarder un peu ce que c'était une campagne Facebook, qu'est-ce que c'était différents outils un peu marketing digital. Et j'ai découvert les métiers autour du growth. Et du coup, j'ai postulé dans une startup pour être growth manager. Et puis ça s'est bien passé. J'ai pris plus de responsabilités. Et après, je suis devenu head of growth chez Getaround. Et là, maintenant, ça fait 1 an et demi que j'y suis. Et du coup, ouais, head of growth Europe, donc parce qu'on est sur 7 pays en Europe. Voilà. Ok. France, Norvège, tu comptes Benelux Ouais, c'est ça. Donc Belgique, Autriche, Allemagne, UK, Espagne. D'accord. Tu as été recruté chez Getaround à la base pour traiter quel challenge? Alors, moi, quand je suis arrivé, donc du coup, il y avait une SEO manager et pas grand monde de plus dans l'équipe. En fait, donc la VP Marketing Europe était là pour vraiment restructurer totalement l'équipe. Donc moi, mes premières missions, ça a été de recruter un CRM manager et un growth manager. Et côté CRM, le but, c'était vraiment de tout construire, parce qu'il y avait un CRM qui fonctionnait pas très bien, on avait assez peu de choses qui étaient mises en place. Donc vraiment de changer de CRM et puis de mettre en place toute une roadmap pour intégrer plein de choses. Et côté growth, scaler les campagnes. On était dans une logique de forte croissance, donc des plus gros budgets, réussir à scaler, tester différents canaux, etc. Okay. Getaround, c'est une boîte qui commence à avoir pas mal d'historique en France. Ouais. Pas mal de choses. Donc les enjeux étaient... parce que tu présentes à la fois des enjeux d'acquise et de CRM. Et ils sont venus d'où avec les 2 enjeux à part égale dans le poste de Head of Growth. Ouais. Ok. Vraiment, ok, c'est de la fais-nous les deux. Et... En fait, t'as toujours un prisme autour de l'acquisition, globalement, parce qu'en fait, ce qu'on regarde à court terme, je pense dans toutes les startups, scale-up, c'est quand même la croissance que t'as year, tu vois. On regarde à la fin du mois, c'est quoi la croissance. Donc, cette croissance-là, à court terme, tu l'as quand même plus côté acquisition. Donc, c'est ça qu'on va regarder. Mais en parallèle, de vraiment... vu qu'on avait des poches de progression très fortes sur le CRM, en fait, on voulait aussi travailler ça en parallèle. On savait que la croissance long terme saine, elle allait aussi se trouver là. Et en fait, tout ce que tu fais côté CRM, ça va aussi te donner plus de force côté acquisition, parce que typiquement, t'améliores ton taux d'activation avec ta stratégie CRM, en fait, tu diminues tes CAC. T'augmentes ta LTV, automatiquement tu peux augmenter ton CAC et donc dépenser plus et donc demander plus de budget à la direction, etc. Donc c'est un cercle hyper vertueux en fait de travailler les deux en parallèle avec la même intensité. Ok, d'accord. Et toi, quand t'es arrivé, parce que quand on vient... Alors moi je suis une agence du coup, on vient souvent me voir avec cette problématique aussi de j'ai envie de scaler mes budgets en acquise. Ouais. Souvent un truc sur lequel on préfère avoir les yeux un peu dans le compte publicitaire avant de pouvoir dire si oui ou non c'est possible et dans quelle mesure. Toi, c'est un sujet qui t'a pas fait peur quand t'es arrivé par rapport peut-être au background que t'avais, aux compétences que t'avais déjà chopées, t'étais sûr et certain que c'était possible? Ouais. En fait, ce que j'ai adoré moi dans le challenge, c'est le fait d'avoir des moyens et en même temps des grandes poches d'amélioration.
que moi, ce que j'aime surtout, c'est la construction, en fait. C'est de pouvoir auditer et puis avoir des grands chantiers à mener et pas faire de la micro-optimisation. Et du coup, là, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait encore très peu de choses mises en place côté CRM. Donc, tu sais que forcément, tu as de l'amélioration à aller chercher. Quand tu n'as que 1 ou 2 workflows qui sont mis en place, tu sais qu'il y a forcément de l'amélioration. Après, tu sais pas l'amplitude. C'est-à-dire que tu sais pas si tu vas augmenter ta LTV de 5% ou de 50%. Mais tu sais que tu vas avoir une poche d'amélioration. Okay. Et pareil sur les budgets. Après, sur les budgets côté perf, je savais que les budgets, ils allaient être multipliés significativement. Donc là, tu as forcément un gros challenge qui est comment scaler ça sans faire exploser tes CAC, quoi. Ok. Et donc, sur ce sujet-là en particulier, c'est un truc qui t'a pas fait peur? Parce que, en fait, je te dis ça parce que vraiment, moi, c'est une discussion qu'on a fréquemment dans des premiers rendez-vous avec des clients. Ouais. J'ai envie de doubler mes budgets. Enfin, souvent, tu le fais pas avec une baguette magique, tu vois. Moi, la première chose que je dis là-dessus, c'est tranquille, on va mettre les freins, on va discuter, on va regarder vraiment ce qui se passe dans tes campagnes, voir si vraiment on a les possibilités d'amélioration. On crée un tracking souvent, ou Media Buying qui nous permettent de le faire. Donc, je suis curieux de savoir, est-ce que tu avais déjà vu les campagnes avant de rejoindre GetAround? Non, mais en fait, moi, je le vois, enfin, je suis quelqu'un de très optimiste. Ouais. Et si tu veux, je voyais le fait que déjà, on avait, t'as plusieurs dimensions qui font que je m'étais dit qu'il y allait avoir de la marge. Un premier élément, c'est que pour l'instant, les budgets, ils n'étaient pas encore énormissimes par rapport au volume de requêtes qu'il y a sur le marché. Donc, tu sais qu'il y a des poches pour aller chercher encore du volume. Le fait qu'on soit sur plusieurs géographies, donc aussi tu sais que potentiellement si tu n'arrives pas à chercher toute la croissance sur un marché, si tu arrives à saturation, tu peux aller sur d'autres. Tu avais des canaux comme les social ads qui n'avaient pas encore été trop activés. Donc en fait, c'est autant de possibilités sur lesquelles tu te dis, on peut encore aller explorer des choses. Et donc voilà, la combinaison des deux font que j'étais plus ou moins rassuré. Et puis, après, au bout d'un moment, oui, t'arrives à saturation. D'ailleurs, quand t'arrives à un certain niveau de maturité sur les plus gros canaux, après, les CAC, peut-être si t'augmentes les budgets, les CAC explosent. Et ça, après, de toute façon, je pense que l'équipe le comprend. Il suffit d'expliquer et de travailler justement sur l'efficacité marketing. Que, tu vois, à un moment, les 50 000 € de budget qu'on rajoute en plus, en fait, le CAC sur cet incrément, il est tellement important qu'en fait, ça sert à rien. Et en fait, les autres canaux, soit ils sont trop petits. Ça, c'est un truc que, pour le coup, j'ai pas mal, sur lequel j'ai pas mal travaillé. C'est que quand tu as des canaux qui sont très forts avec des très gros volumes, en fait, aller lancer un nouveau canal qui va représenter max 5% de tout ce que tu as, en fait, des fois, ça vaut pas le coup, en fait. Parce que tu vas te disperser. Et en fait, c'est pas très scalable. Il n'y a pas des gros volumes, etc. Pas trop de profondeur dans le marché. Ok. Alors, j'ai plusieurs questions aujourd'hui. Juste pour récapituler, le mix marketing aujourd'hui de canaux, vous avez quoi? On a du coup tout ce qui est search, donc SEA, SEO. Ensuite, on a tout ce qui est referral. Donc, tu as différentes plateformes comme Kayak, Liligo, etc. qui vont référencer des résultats payants, dont les nôtres. Et après, voilà, ça c'est nos canaux principaux. Après, on a un tout petit peu de social ads. Voilà. D'accord, donc sur l'acquisition en particulier, donc on va commencer par parler de sujet, on reviendra sur la LTV après. Donc le plus gros canal, c'est le search en paid. Ouais. Ça ressemblait à quoi déjà l'état où quand tu es arrivé et après votre travail? Je sais pas si vous avez mesuré en termes de spend, vous avez réussi à dépenser tant de plus, ou alors les CAC ont baissé, ou les CAC sont restés stables et vous avez augmenté la dépense, et surtout comment vous y êtes pris? Alors comment on s'y est pris? On a à peu près, je pense, augmenté les budgets de 80% sur la partie SEA par rapport à quand je suis arrivé. Donc en un an et demi? Ouais, à peu près, ouais. Okay. Par mois. La méthode, en fait, finalement, est assez simple. C'était de auditer l'intégralité du compte, de voir un petit peu les poches qu'on pouvait avoir. On a fait un travail sur un petit peu l'intégralité du funnel. Moi, j'aime bien raisonner, en fait... avant de raisonner en termes de canal, de vraiment repartir des fondamentaux du marketing, tu vois, déjà dans quel contexte les gens nous trouvent, tu vois, est-ce que c'est en tapant des mots-clés en lien avec notre marque, est-ce que c'est des mots-clés en lien avec ce que nous on propose, donc par exemple de la location voiture entre particuliers, et donc du coup des gens qui sont un peu éduqués déjà à ce que nous on propose, ou des autres mots-clés, tu vois. De partir un peu de ça, on a fait un peu un mapping, de voir un petit peu les pages sur lesquelles on allait les amener. Et juste sur ce sujet-là, excuse-moi, pour avoir plus de précision, ça ressemble à quoi du coup aujourd'hui la réponse à cette question? Comment est-ce qu'ils vous trouvent les gens?
Je dirais à peu près, t'as 50% des gens qui connaissent, qui tapent la marque. Ouais. Et après, t'as tout le reste, ça va être de la location, location en gros, voiture particulier, donc de gens qui connaissent déjà le modèle, c'est assez faible en fait. Je sais pas, ça doit être moins de 5%. Ok. Et tout le reste, ça va être de la location de voiture. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est des gens qui s'attendent pas forcément à tomber sur un acteur comme le nôtre et qui ne sont pas forcément éduqués exactement à ce qu'on va faire. D'accord, ok. Voilà. C'est un peu ça la particularité. Donc, si tu veux, quand tu veux scaler un compte, soit tu améliores un peu tes KPIs intermédiaires, et donc du coup, quand tu vas augmenter le budget, tu vas revenir au niveau d'avant. Typiquement, tu as un taux de conversion à 5%, et donc du coup, tu vas dire comment on peut changer la page. Tu passes un taux de conversion à 8%, puis du coup, tu doubles les budgets, et du coup, en fait, ton CAC, l'un dans l'autre, tu t'y retrouves, tu vois. Donc, tu es obligé de trouver un peu des poches comme ça, ou alors d'aller explorer des nouvelles zones géographiques. Donc, en gros, nous, ce qu'on a fait, pour résumer, on a fait un gros travail sur les pages d'atterrissage, notamment les pages d'atterrissage locales, où en fait on a fait tout un maillage sur les villes les plus importantes, avoir un copywriting qui était adapté, les emmener sur une page qui était dédiée, pareil encore une fois avec un travail sur le copywriting pour rassurer, pour éduquer sur ce qu'on propose, inciter un maximum sur la recherche. Ça a augmenté nos taux de conversion. Et après on est allé explorer plus les autres pays en gros, parce que le budget se concentrait principalement sur la France, et donc du coup sur les autres pays, vu que tu avais beaucoup moins de présence, c'était beaucoup plus simple d'aller scaler, tu vois, d'aller faire des x2, x2,5 sur d'autres géographies. Ok. Et donc typiquement une page locale, c'est louer une voiture X ou un truc comme ça, et dans lequel t'expliques quoi sur la page? C'est différent? Donc en fait, c'est marrant parce que juste le fait d'ajouter une dimension locale, direct, t'as direct des points de conversion, mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que en fait, avant, pourquoi on renvoyait vers la homepage, c'est qu'il y avait une autre version de la page où en gros ils avaient fait un A/B test entre la version locale et la homepage, et en fait la homepage marchait mieux. Malgré qu'on ait une recherche locale. Donc en gros, les gens pouvaient taper par exemple location voiture Marseille, et la homepage marchait mieux que la locale. Ok. Donc en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la homepage, elle était excellente pour inciter à la recherche, parce qu'en fait, si tu veux, c'est un peu dur à expliquer dans un podcast, mais l'UX était vachement favorable pour inciter les gens à faire une recherche. Et donc du coup, si tu veux, on a un peu mixé les deux, c'est-à-dire qu'on a vraiment repris tout ce qui fonctionnait dans la partie UX de la homepage en rajoutant le wording d'une page locale. Et donc second point, tu disais, c'est sur les autres pays sur lesquels vous avez réussi à augmenter le budget. Là-dessus, c'était aussi simple que changer rajouter un Z comme ça, quoi. Pour le coup, ouais, c'était plus simple. Pour le coup, sur les autres pays, c'était plus simple. Il y avait plus beaucoup plus de volume de requêtes à aller chercher, donc c'était ça se fait bien fait. Ouais. Et si ça avait pas été fait avant, c'était juste manque de temps et de focus passé sur le truc. Ouais, je pense, ouais. Ok, parce que c'est vraiment de la quick win, ce truc-là. Quand t'as de la chance, quand t'augmentes ton budget, ça passe. Ouais, après, tu vois, en fait, en termes de pourcentage, c'était quand même beaucoup plus faible. D'accord. Donc, il fallait quand même se concentrer sur la partie France, tu vois, pour pouvoir arriver à scaler. Ok. Tu parlais d'un truc intéressant sur les autres canaux. Genre, je pense à déjà le social ads. Aujourd'hui, c'est un canal qui a pas grosse vocation, enfin, il n'y a pas une grosse profondeur pour Getaround. Alors, ça, c'est le sujet sur lequel on a beaucoup réfléchi. Nous, et ça, je pense que c'est un peu valable pour toutes les boîtes, c'est d'abord de se dire, par rapport à ta typologie de business, les gens soit ont des, je sais pas comment on peut appeler ça, mais des intentions d'achat déclarées, ou alors tu dois créer le besoin, tu vois. Nous, les gens, en fait, quand quelqu'un veut louer une voiture, en fait, c'est assez clair ce qui se passe, c'est qu'il va taper louer une voiture sur Google, et il va aller sur un site, ou alors il a déjà un site qu'il aime bien, ou une app qu'il aime bien, il va louer. Et du coup, sur les social ads, on n'a pas, nous, avec la meilleure créa du monde, on n'a pas la capacité à créer le besoin en acquisition, tu vois. On va pas réussir à faire en sorte qu'une personne se dise, ah bah tiens, finalement, ouais, je vais partir en week-end et je vais louer la voiture. Donc, nous, là, on est un peu capé, c'est que les social ads en retargeting, ça va être hyper intéressant pour recibler du traffic chaud, rester en top of mind dans la prise de décision. Mais sur la partie acquisition, c'est assez dur d'aller chercher des bons CAC. En tout cas, nous, pour l'instant, c'est ce qu'on observe. Ok, d'accord. Même avec de la créa, typiquement pour aller récupérer les gens qui auraient le comportement de louer des voitures chez des loueurs classiques. Ouais. En expliquant qu'il y a une possibilité, c'est d'avoir Getaround à la place. C'est des choses qui n'ont pas marché. Ouais, parce qu'en fait, c'est assez dur je pense que le problème, c'est une question d'audience, tu vois.
de pouvoir cibler des gens qui ont des intentions d'achat. Ouais. Parce que, tu vois, par exemple, on peut même pas avoir une stratégie de ligne magnet où on peut récupérer les coordonnées, etc., tu vois. Nous, là où les gens captent la valeur de notre service, c'est quand ils vont faire une search et du coup une recherche sur le site et qu'ils vont voir les résultats, ils vont se rendre compte que les voitures sont à proximité de chez eux. Du coup, c'est hyper pratique, le prix, etc., etc. Et pour pour les amener jusque-là, il faut vraiment qu'il y ait une intention de réservation. Ok. Parce qu'après ça, souvent Facebook arrive à trouver, avec son algo, il arrive à plus ou moins te pousser aux personnes avec les infos qu'il a. Mais ça veut dire que sur le marché de la location de voitures, de manière générale, le social ad, c'est pas un truc qui... Bah, en fait, nous, on a un budget. Ouais. Qu'on concentre principalement sur la partie retargeting. On a des petits budgets en acquisition, mais c'est pas là où on arrive à voir dès qu'on commence un petit peu à scaler, à essayer d'aller chercher des plus gros volumes, c'est pas là où on a les meilleurs ROI, tu vois, par rapport à du search où en fait t'as des volumétries. Alors, je vais peut-être dire une bêtise. J'ai pas revérifié sur SEMrush, mais tu vois, location en voiture, tu as peut-être 500 000 recherches par mois, quoi. Ok. Donc ça fait une profondeur assez colossale. Ok. Et quand tu parlais des autres canaux qui représentent, tu parlais des 5% là de vos conversions globales, il y en a que vous avez essayé du coup abandonner là-dessus ou d'autres que vous allez pas tester parce que vous avez peur de ça? Non, mais en fait, je pense que tous les 2 jours, j'ai quelqu'un qui me propose un partenariat ou faire des actions, tu vois. Et en fait, quand t'as le SEA où voilà, t'as peut-être plus de 500 000 recherches par mois, une action qui va, tu vois, nous gérer 50 bookings alors qu'on en fait des dizaines de milliers par mois. Ouais. Mais en fait, toutes ces actions-là, en fait, et puis même c'est des one-shots, etc. En fait, moi, ce que j'ai abordé, c'est juste de les exclure et d'en faire finalement assez peu, tu vois, pour vraiment se concentrer sur les fondamentaux, sur ces canaux-là, comment on peut les améliorer, mieux les traquer, etc. Plutôt que d'aller explorer trop de canaux qui, je pense, te défocus dans ta stratégie. En fait, c'est un sujet qui m'intrigue un peu, le fait de pas pouvoir faire de social ad juste parce qu'il y a le besoin d'avoir une intention d'achat. Et je pense à tous les business en fait qui ont besoin d'une intention d'achat, genre Airbnb. Ouais. Pour le coup, eux, ils artillent en social. Ouais. Pourquoi est-ce qu'ils arrivent à artiller eux en social? Est-ce que c'est la brand qui est juste énorme, monstrueux? Bah après, tu peux faire du social ad dans une logique de brand, tu vois. Ok. Donc tu penses que social ad héroïde pour votre genre de business, c'est pas possible? Je pense que c'est possible sur du long terme, tu vois, notamment si tu veux vraiment installer ta marque. Et en fait, selon la poche budgétaire que t'as, tu vas d'abord a priori mettre sur des canaux avec de la perf, tu vois. Et puis après, tu peux avoir en fait, selon ton business, c'est des canaux qui génèrent plus de la perf à court terme et d'autres qui vont plus être dans une logique de brand. Et je pense que du coup, le social s'inscrit, en tout cas, si tu mets des gros budgets, plus dans une logique de performance. Ok. Pardon, de brand. Ok. On s'est compris. Bon, pour boucler sur le search, vous avez la partie SEO aussi, dont d'ailleurs on n'a pas assez peu parlé en préparation de cet épisode. Ouais. Ça fonctionne comment aujourd'hui chez GetAround? Ça fonctionne comment? On a Julie qui s'occupe du SEO. Comment ça fonctionne? De manière assez classique. Non, il n'y a pas de hack. Genre, son travail au quotidien, c'est de faire quoi en fait concrètement? Genre, qu'est-ce qu'elle fait au quotidien? Le point de départ, c'est de traquer un peu les positions sur les mots-clés, les plus intéressants. Ouais. Puis après, de définir les actions. Pour le coup, je pense ce qu'on fait, c'est assez classique. Création de contenu. T'as à la fois du création de contenu, du coup, nous, sur des landing pages villes, tu vois. À la fois du création de contenu sur du blog. T'as de la partie backlink pour donner de la notoriété au site. Après, amélioration de tout ce qui est UX, etc., maillage interne. Pour le coup, très classique. Ok. Ouais. Sur la partie LTV, donc c'est le premier sujet que je m'étais noté sur mon papier. On aurait aussi pu commencer par celui-là, parce qu'il a évidemment un impact évident sur tous les canaux d'acquisition et leur pilotage. Donc toi, c'était un sujet qu'on t'a confié, c'est celui de comprendre mieux le comportement des utilisateurs dans le temps. Ça s'est déroulé comment? Ça voulait dire quoi? Qu'est-ce que vous avez découvert? Ouais. En fait, quand on parle du CAC, du coup, en fait, pour moi, le CAC, c'est toujours relatif à une LTV, tu vois, quand tu veux le définir. Et l'idée pour nous, c'était de mieux comprendre quelle était la valeur d'un client. Et du coup, la LTV, c'est le panier moyen fois le nombre d'achats que tu peux avoir dans toute la vie du client. Et du coup, vu que quand tu veux scaler, tu peux arriver à une saturation des canaux. L'autre moyen de pouvoir grandir, finalement, c'est d'améliorer ta LTV en essayant d'augmenter le repeat. Et du coup, le point de départ, c'était déjà de se dire,
quels sont un peu les segments de clients qui sont les plus intéressants, quels sont ceux qui sont les plus rentables. Est-ce que finalement tous les canaux ont autant d'impact? Parce que par exemple, quand tu regardes la perf, souvent quand tu regardes la perf d'un canal, tu regardes par rapport au premier achat. Que tu regardes, soit tu te dis, bah, je sais pas, une Reza, ça me coûte X euros, soit tu regardes ton ROS, mais du coup, c'est souvent calculé au premier achat. Et du coup, d'amener une logique de LTV, ça peut t'amener des notions un peu plus fines où tu peux dire, bah, en fait, sur tel canal, j'amène des clients qui sont beaucoup plus fidèles ou pas, tu vois. Et du coup, nous, sur la LTV, bah, en fait, on a mis en place un dashboard qui est vraiment top, où en gros, t'as LTV 12 mois, 24 mois, et t'as une quinzaine de segmentations possibles. Et du coup, on a vraiment plein de choses. On a la localité, le canal d'origine, en fonction du mois d'arrivée, et t'as plein d'indicateurs comme ça. Pour donner quelques éléments, un que j'ai bien aimé, moi, que je trouvais contre-intuitif, c'était que les clients acquis hors saison étaient finalement les plus rentables. Souvent, quand tu fais ton plan média, tu veux du coup maximiser ta pression sur la haute saison, parce que tu sais que c'est là où tu as le plus de profondeur pour pouvoir faire du spend. Et ce qui est vrai, c'est là où tu peux le diffuser le plus avec le meilleur CAC, donc pour aller acquérir des clients. Par contre, ce qu'on sous-évalue un petit peu, c'est qu'en hors saison, les gens que tu vas aller chercher, souvent en fait, ça va être des heavy repeaters. C'est-à-dire que c'est des gens, quelqu'un qui fait une location de voiture, tu vois, le 18 janvier. C'est quelqu'un qui a des gros besoins de location de voiture ou qui part très souvent, alors que quelqu'un qui va louer le 10 août par exemple, en fait il va peut-être faire une loc par an. Et du coup en fait de pondérer un petit peu ses budgets en se disant bah oui on peut attirer beaucoup plus de monde sur la haute saison, mais en fait sur les saisons creuses tu peux aussi aller chercher des gens qui vont être vraiment très récurrents, tu vas avoir beaucoup de repeat et donc du coup une LTV qui va être beaucoup plus intéressante. Okay. Et donc, tu peux te permettre, par exemple, un CAC un peu plus important, selon le ratio de LTV que tu as. Et aujourd'hui, vous arrivez à piloter comme ça? Vous dites, j'ai un CAC cible en janvier qui est différent de mon CAC en juillet? Alors, en fait, on a plusieurs matrices. Enfin, tu vois, je révèle pas les secrets, mais on a plusieurs éléments, tu vois, par exemple, selon les villes, nous, on a des zones, en fait. Selon les zones, on sait qu'on a des gens qui ont une tendance à plus être dans notre cœur de cible et donc du coup avoir plus de repeat. Okay. Donc tu vois par exemple tu pourrais te dire je sais pas les gens qui tapent location voiture Marseille c'est pas les mêmes gens qui tapent location voiture Paris et donc du coup voilà par rapport à des comportements ou des cœurs de cible qui peuvent être plus présents selon certaines zones et selon effectivement la temporalité les périodes on sait qu'on va avoir des LTV plus importantes. Ok. Et donc vous avez réussi en fait à faire des segments entre vos clients lui, c'est le loueur de tel type, je sais pas. Ouais. Mais qui loue pour ses vacances ou alors le mec qui loue toute l'année, etc. Et vous arrivez à avoir toutes ces typologies-là et communiquer différemment sur chacune d'entre elles. C'est ça. En fait, il y a le côté communiquer différemment et le fait de pouvoir mieux réallouer ses budgets. Ok. On sait que du coup, tu vois, en fait, si imaginons que tu as 3 zones, tu as 100 000 recherches et tu as le même CAC. Tu te dis, je sais pas, je fais un split. Et en fait, quand tu as ta LTV, du coup, quand tu as vraiment une LTV que tu peux vraiment suivre dans le temps, tu vas te rendre compte que tu as une zone qui est vraiment plus rentable et tu vas pouvoir, du coup, tu vois, augmenter un peu plus ton budget et enlever un peu des zones sur lesquelles tu as moins de LTV. Ok, ça veut dire qu'aujourd'hui, les campagnes d'acquisition, vous les pilotez par zone? Ouais. Ok. Par rapport à ça, notamment. Parce qu'en fait, je pense, imagine donc que tu découvres une autre segmentation de la LTV qui est intéressante, mais qui est pas par zone, qui permet pas de faire du coup une différenciation dans tes campagnes. Après, si tu peux pas appliquer ça à ta campagne, du coup, ça marche pas. Ça nique le truc. Après, tu peux faire de la créa ciblée. Enfin, ça dépend si c'est. Ouais. Après, il faut trouver un autre moyen. En fait, c'est ça. En fait, dans tout ce que tu mets en place et toutes les analyses que tu vas pouvoir faire, après, il faut toujours que ça soit applicable dans tes régies. Et c'est toujours un peu de là qu'il faut repartir. Donc oui, si tu vas dans un maillage hyper fin et tout, où t'as une LTV qui est 10 fois supérieure sur un segment, mais qu'en fait, c'est pas un enfer. C'est impossible donc des fois, t'es obligé de faire quelque chose de beaucoup plus basique. Tu vois, on a la zone A et la zone B. En fait, on pourrait faire quelque chose de beaucoup plus fin, mais factuellement, une régie comme Google, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut que tu aies suffisamment de données. Donc, en fait, tu simplifies pour que ça soit adapté aussi aux plateformes. C'est d'ailleurs un peu une faille de Facebook, je trouve, de Meta de manière générale, c'est qu'il n'a aucune notion de ce qui se passe après le premier achat sur le targeting. Ouais. Donc, de toute façon, je pense que la majorité des boîtes seraient peut-être pas open à leur filer toute cette data-là. Ouais. C'est vrai. Aussi. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur le fait que les acheteurs acquis hors saison, ça me fait beaucoup penser, du coup, ce sont des acheteurs plus fidèles.
Ça fait une réflexion dans l'e-commerce aussi, c'est beaucoup, tu sais, quand t'as les Black Friday, les saisons fortes, etc., c'est la même chose. Il y a achète parce qu'il y a moins 40%, mais tu le revois jamais. Ah, exactement. Et finalement, c'est assez dur, par contre, de convaincre un e-commerçant, surtout en dessous d'un certain volume de CA, quand t'as besoin de récupérer ton argent rapidement. Ouais. Que le mec que tu vas acquérir, il est prêt à le payer plus cher. Ouais. Je t'interromps 30 secondes pour te rappeler que j'anime ce podcast dans le cadre de mon agence Kudak. On accompagne les e-commerçants, les startups et les retailers qui dépensent plus de 100 000 € par an en publicité. Mon travail, c'est de maximiser l'efficacité de leurs canaux d'acquisition en ligne. Donc parmi eux, Facebook, Instagram, TikTok, Snap, Pinterest et Google. On s'appuie sur notre studio créatif, le labo et notre département tracking pour proposer à nos clients une expertise growth e-commerce complète qui leur permet d'atteindre leurs objectifs de croissance. Quelques-unes des marques qui nous ont fait confiance jusqu'à aujourd'hui. Il y en a plus de 130, mais je vous en donne quelques-unes. Gérard Darel, Perifit, Fursac, Legal Start, Mobile Club et bien d'autres. Donc si ça t'intéresse, tu peux réserver un appel de découverte avec un membre de mon équipe sur le lien en description. J'arrête de t'embêter, on reprend l'épisode. Ok, donc pour la LTV, est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter sur le sujet lifetime value avant qu'on passe à la suite après? Non. Ok, très bien. Juste pour être sûr qu'il n'y a rien oublié. Mais t'inquiète pas, j'arriverai à le recaler plus tard. On en reparlera, parce que là, on va parler de timing. Alors ça, c'est très intéressant. Ouais. Vous êtes posé la question simplement de quand est-ce qu'il fallait maximiser l'effort marketing. Ouais, c'est ça. Vous avez compris quoi? Alors, ce qu'on a compris, déjà, c'est que en fait, tu pouvais avoir, des fois, tu peux mettre en place une pression marketing qui servait vraiment à rien. Et enfin, nous, on est parti du constat où, si tu veux, on commence à être une marque assez établie. On est plus la startup où on peut envoyer, tu vois, j'exagère, hein, mais 5 emails par jour bombardés ou quoi, avec plein de codes promo, etc. On va dire, t'as des guidelines de branding qui sont à respecter. Et donc, ça, c'était un peu le point de départ. C'est quoi un peu la pression marketing? On savait qu'on était un peu limité, qu'on pouvait pas non plus bombarder tout le temps et tout, comme moi j'ai pu le faire dans le passé, dans une précédente startup. Et du coup, on a essayé de se dire, bah en fait, quand est-ce qu'on doit un peu maximiser cet effort? Et du coup, typiquement quand quelqu'un veut faire un achat, t'as ce qu'on appelle un peu le lead time, c'est-à-dire que combien de jours avant les gens commencent à faire leurs recherches. Tu vois, parce que c'est assez, enfin, ça existe, hein, mais les gens vont rarement se dire, ah bah tiens, je vais acheter ça. Ils vont sur le site et ils achètent tout de suite. Souvent, ils vont aller faire ils vont aller juste regarder un peu les prix. Ouais, ok, c'est à peu près dans mon budget, etc. Et puis, tu vois, ils font ça rapidement. Et puis après, quelques jours après, ils vont finalement faire l'achat un peu plus posé ou, tu vois, chez eux, etc. Et donc, du coup, nous, ce qu'on a regardé, c'est, le lead time, combien de gens avant, tu vois, commencent à faire une première recherche, aller sur l'application, et au bout de combien de temps, pardon, ils vont passer à l'achat, et combien de temps en avance par rapport à la résa. Et parce que nous, du coup, on a un peu ces deux éléments. Okay. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, en fait, si tu te rends compte que les gens, t'as une fenêtre de 3 jours où les gens prennent la décision, 90% des gens prennent la décision, en fait, tout simplement, la pression marketing, faut la concentrer à ce moment-là, quitte à être hyper intense, tu vois, avec 2 emails par jour pendant 3 jours, plutôt que de se dire, en fait, on fait un format classique qui est quand quelqu'un s'inscrit, en fait, il a un email par jour pendant 7 jours. En fait, il y a besoin d'adapter ça dans le temps. Et nous, en fait, finalement, quand on l'explique, ça paraît assez intuitif et assez basique, mais de vraiment comprendre entre le moment où les gens s'inscrivent, déposent leur email, combien de temps en moyenne ils mettent pour faire l'achat, et donc du coup de maximiser la pression, parce que ils sont dans une phase de décision où probablement ils vous comparent avec les autres concurrents. Et puis ça peut aussi te guider sur la partie coupon. C'est-à-dire que souvent, beaucoup vont te donner un coupon directement, en disant vas-y, on va dire tout de suite un coupon. Mais en fait, non, il est encore t'as pas besoin, il est juste dans une période de réflexion. C'est pas qu'il veut pas acheter, c'est juste qu'en fait, il a fait la recherche vite fait dans le métro pour benchmarker, et en fait, de toute façon, au bout de 3 jours, il allait acheter, etc. Et du coup, sur la stratégie de coupon, ça te permet de te dire, en fait, quand les gens qui, quoi qu'il arrive, allaient acheter, ont acheté sur la période, après, je peux mettre le coupon, tu vois, pour vraiment les derniers qui hésitent et tout, pour éviter de juste perdre de la marge sur les autres. Et donc, les emails que tu envoies entre-temps, c'est des trucs de réassurance où vous avez identifié quels étaient les freins principaux à la loc? Ouais, c'est ça. Nous, ce qu'on a fait, du coup, c'est que y a une équipe qui fait de la user research, et du coup, ça te permet d'avoir énormément de verbatim. Ça, c'est aussi un point hyper clé, c'est de... Nous, comme on est un business qui est pas connu par tout le monde, tu vois, t'as besoin de vraiment creuser, d'écouter des appels. Je pense que d'ailleurs c'est la base dans toute action marketing, c'est d'abord discuter avec des clients, comprendre, et être hyper à l'écoute. Et donc du coup tu comprends un petit peu ce qui peut bloquer. Effectivement, nous, la réassurance, on
on est sur un marché où tu as besoin de vachement réassurer les gens, d'expliquer tes USP, expliquer tes cas d'usage, etc. Donc, on a collecté plein d'infos comme ça et on les a repositionnées, tu vois, dans les emails par rapport à la durée par rapport à la période qui était la plus intéressante. Et on a concentré, du coup, la pression marketing là-dessus. Et en fait, à la fin, tu peux te retrouver à envoyer beaucoup moins d'emails, mais les envoyer de manière beaucoup plus intéressante au bon moment, tu vois. Et puis, je pense, selon un peu les business, tu peux avoir plein de manières de se dire à quel moment il faut que je mette cette pression-là. Ça se trouve, pour certains, ça sera pas au début, mais ça sera au bout de 7 jours, ou à tel moment où tu as des cycles beaucoup plus longs qui durent, par exemple, tu vois, si tu as un cycle qui dure 60 jours et que tu envoies trop d'emails au début, peut-être que tu vas saouler les gens. Et donc, du coup, il faut que tu étales beaucoup plus parce que tu as des cycles de décision qui sont lents. Et en fait, tu veux juste rester en top of mind et par exemple envoyer 2 emails par semaine pendant X semaines. Tu parlais aussi de tout ce que vous avez découvert sur le coupon. Oui. De manière générale, vous l'avez testé, ça, avec des contrôles groupes? Ouais. Le coupon, du coup, ouais, et avec le contrôle groupe, en effet. Du coup, le coupon, en fait, le piège, t'envoies un email de coupon, puis tu fais plein de ventes. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Est-ce que, du coup, c'est-à-dire que est-ce que c'était une super idée? Ou est-ce que, en fait, t'as juste perdu de l'argent? Et du coup, nous, la première étape là-dessus, c'est de mettre un contrôle groupe. Et du coup, en fait, par exemple, tu vois, selon la taille de ton échantillon pour que ça soit représentatif, si tu as des gros volumes, tu mets un contrôle groupe de 10%. Si tu as des petits volumes, tu fais 50-50. Et donc, tu n'envoies pas de coupons sur une partie des personnes. Et tu vois l'uplift que ça te génère. Donc, c'est-à-dire combien de points de conversion tu as en plus. Donc, imaginons que tu aies 100 personnes des deux côtés. Ceux à qui t'as envoyé le coupon, tu as eu 12 conversions. Et ceux à qui t'as pas envoyé le coupon, tu as eu 10 conversions. Ça t'a généré 2 ventes de plus. Donc, ça t'a généré 2 ventes de plus. Donc, X marge. Par contre, sur les 12, en fait, tu as perdu X pourcentage de marge. Et donc, en fait, quand tu regardes ça, souvent, l'équation, elle est plus si bonne que ça. Tu te rends compte qu'en fait, en termes de marge, c'est-à-dire que oui, tu as fait plus de ventes, mais en termes de marge globale, est-ce que tu as vraiment gagné plus d'argent? Et du coup, c'est là où il faut insérer plusieurs dimensions, je pense, pour résoudre ça. La première, c'est de se dire, OK, mais est-ce que déjà le coupon, il m'a pas juste servi à faire des ventes, à accélérer des ventes qui, quoi qu'il arrive, auraient eu lieu. Donc là, par exemple, tu envoies tes emails sur une fenêtre de 7 jours, tu vois qu'on se disait qu'il y avait un écart de 10 et 12, mais peut-être qu'en fait, si tu rajoutes 20 jours de plus, en fait, on est à 15 et 15. En fait, c'est juste, il y a des gens, ils allaient acheter, t'as mis un coupon, ils ont acheté maintenant, mais en fait, ils allaient quoi qu'il arrive acheter. Et du coup, là, en fait, tu te rends compte que ton coupon, il a juste accéléré des ventes, il n'a pas généré des nouvelles ventes. C'est rarement le cas, en fait. Ça génère quand même des ventes de mettre un coupon, mais tu vois, il faut pondérer ça. Et après, donc ça, c'est un élément qui pourrait dire, en fait, c'est pas ouf, les coupons. Et l'autre élément, c'est de se dire, il y a le ROI, voilà. Mais après, il y a aussi de se dire, est-ce que cet achat permet de fidéliser ton client? Typiquement, par exemple, je te parlais un petit peu de la fenêtre de décision sur quelqu'un. Nous, on sait que, par exemple, quelqu'un qui... et je pense que c'est valable pour pas mal d'e-commerce, quelqu'un qui s'inscrit, par exemple, imaginons, s'il n'a pas fait d'achat au bout de 30 jours, tu as fait tes analyses de cohorte, etc. Tu sais qu'en gros, s'il n'a pas fait d'achat au bout de 30 jours, il ne reviendra jamais. Par exemple, ça peut être un scénario qui existe. Tu sais qu'il est perdu à vie, qu'il sera allé vers un concurrent et tout, puis t'auras zappé. Et en fait, il faudra redémarrer à zéro, et donc t'as un peu tout perdu. Là, tu peux te dire, effectivement, je suis prêt à dépenser ce coupon-là, parce qu'en fait, une fois que les gens, ils ont fait une première réservation, j'ai ma capacité à les fidéliser, à les ancrer dans un cycle de vie client, etc. Et il n'y a pas juste à ce moment-là précis, il y a le fait de faire passer un prospect ou un client à un autre statut qui du coup peut rentabiliser sur le long terme ce client. Juste pour être sûr de bien comprendre. Donc ça veut dire qu'en fait vous servez du coupon aujourd'hui. En fait je me demande juste, est-ce que c'est comme une réduction classique sur un e-commerce, c'est-à-dire je te file moins 20% et j'accepte de prendre une perte court terme parce que je sais que tu vas être fidélisé sur le long terme. En fait, ce qui me perturbe un peu, c'est que tu parles de fidélisation. Ouais. Et dans ma tête, je pense beaucoup à un nouveau client. Ouais. Est-ce que, les coupons sont du coup aussi pour les gens qui sont pas des nouveaux clients? En fait, t'as les deux.
En fait, ça dépend des stades critiques que tu as besoin de faire atteindre sur un de tes clients. Ouais. Ça peut être une fois qu'ils ont acheté une fois, tu sais que après le repeat, il est Ah, excellent. d'accord, ok. Donc, selon le. Ouais, ok. ça dépend de ton business. Ok. Ou alors ça peut être, tu te dis, en fait, faut qu'ils aient fait 3 réservations Ok. ou qu'ils aient fait 3 achats, et à partir de 3 achats, Tu sais que. c'est bon, ils sont fidélisés. Donc ça dépend vachement de ton D'accord, business. j'ai compris. Et du coup, ce que tu peux faire pour résoudre ça, c'est de regarder tes cohortes en fonction du nombre d'achats. Donc par exemple, tu regardes tes cohortes qui ont fait un achat et tu regardes ton churn ou ton repeat, tu vois, comment ils se comportent mois par mois sur les 12 prochains mois. Tu regardes tes cohortes qui ont fait par exemple 3 achats. Et tu regardes la comparaison. Est-ce que le fait d'être passé à 3, ça fait significativement changer les comportements de tes utilisateurs, ou en fait ça se trouve pas tant que ça en fait. Une fois qu'ils en ont fait un, ça suffit. Et du coup, ton coupon, tu le mets à ce moment-là pour faire passer à ce stade où les gens en fait finalement captent à 100% la valeur de ton service. Tu vois, par exemple, sur un business d'agence, une fois que les gens ont fait le premier mois, après t'as ton équipe. Ouais, c'est l'activation, quoi. Voilà, et c'est là, toi, c'est ça ton moment clé. Par contre, sur d'autres business, ça peut être un 3e achat qui fait que... Ouais. Et ça me fait penser au truc de Twitter, c'est quand ils disaient, quand t'arrives sur Twitter, je crois qu'il faut que tu suives 30 comptes pour que tu deviennes quelqu'un de rétentif. Ouais. C'est un peu la même idée. Ouais, c'est ça. Ok. Ça, c'est, en fait, eux, ils identifient un KPI où, en fait, tant que t'as pas... c'est essentiel pour que tu puisses capter la valeur pleinement du service. Ouais. D'accord. Ok, donc le coupon te sert à amener les gens vers ce aha moment. Okay. Ouais, c'est ça. Ok, très clair. Alors de façon très décousue, j'ai noté un truc, mais donc j'ai envie que tu nous parles, c'est la différence d'impact entre les emails inspirationnels et les emails commerciaux, et votre grille d'analyse de ça surtout. Ouais, ça c'est intéressant parce que quand on voit des emails commerciaux, tu vois, très centrés sur le besoin du client, ou je sais pas, tu fais de la réassurance, etc. Tu vas générer, c'est là où tu vas générer le plus de conversions à court terme. Nous, c'est ce qu'on observe. Si tu parles d'un trip inspirationnel à l'autre bout du monde parce que tu as fait quelque chose avec des créateurs, t'as 0 clic et t'as 0 uplift, tu vois. Et donc, est-ce que du coup, l'email commercial a plus d'impact ou pas ? Nous, ce qu'on fait, c'est que du coup, on met en place des contrôle groupes globaux où on va, par exemple, se dire, donc il y a plusieurs moyens de faire des contrôle groupes. Là, on peut prendre donc l'exemple du split que tu dis, commerciaux et inspirationnels. Tu peux te dire, j'ai tous mes onboarding, j'ai tous mes emails transactionnels et tous mes emails inspirationnels. Sur une partie des gens, je vais envoyer tous mes workflows, tous mes emails commerciaux, par exemple pendant 3 mois. Eux, ils vont recevoir que ça. Et sur le reste, je vais envoyer l'intégralité. Et en fait, tu regardes et en fait, tu les gardes en base et tu vois leur comportement au bout de 6 mois. Et nous, ce qu'on a observé, c'est que en fait, plus le temps passait et plus les gens qui recevaient ces emails-là, les courbes s'inversaient. Et en fait, c'était un peu, on trouvait ça hyper intéressant de. Et ouais. Et alors, je peux pas te donner les chiffres précis parce que c'est assez récent, mais en fait, là où je pense c'est adapté à notre business, c'est que nos messages hyper inspirationnels où on apporte du contenu, etc. Tu vois, tu parles d'un trip en Espagne, voilà, les gens ils vont pas se déclencher un trip en Espagne, mais par exemple, le fait de parler du trip en Espagne, ça va plus marquer. Et je pense que ça permet de rester en top of mind, ça permet de faire comprendre d'autres choses et d'ancrer plus la marque sur le long terme. Et nous, un de nos objectifs forts avec le CRM, finalement, c'est que les gens pensent à nous quand ils vont avoir un besoin, plutôt que de créer le besoin. Et donc, c'est pour ça que en fait, les emails inspirationnels marchent plus sur le moyen terme. C'est super intéressant parce que du coup, vous regardez, c'est vraiment 6 mois la période sur laquelle vous regardez le comportement des cohortes ? Nous, les cohortes, on regarde sur plein de... Même le repeat et tout, on regarde sur 1 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois sur les KPIs. Parce que, en gros, ce qui est frustrant, c'est que l'impact, tu le vois en fait vraiment au bout de 6 mois, 12 mois. Mais bon, quand tu pilotes au quotidien, tu as besoin de regarder un peu mois par mois, voir un petit peu les chiffres pour avoir des tendances. Parce que sinon, en fait, ta vélocité à tester des choses, elle est faible, quoi. Si tu mets en place un workflow d'activation que tu attends 3 mois, en fait, tu testes pas assez souvent. Donc, on essaye d'avoir des fenêtres à la fois courtes pour pouvoir tester des choses aussi. On essaie d'identifier la fenêtre la plus courte et après celle qui est vraiment complète. Ok. Et donc t'arrives à attribuer, c'est excellent ça. Du coup, t'arrives à attribuer à certains emails, la vue de certains emails, le fait que Ouais. En fait, du coup, on fait pas un seul email, on fait des gros buckets parce que nous, notre grosse conviction, c'est que c'est pas un email inspirationnel qui génère ça, c'est l'accumulation de la consommation de ces contenus. Tu vois, qui, in fine, fait que t'arrives à rester en top of mind.
C'est pas juste un seul en fait. Et c'est justement ça le piège à éviter, c'est pas de regarder juste le contrôle groupe à l'échelle d'un email, mais de regarder par rapport à une typologie d'email ou à une typologie d'action dans le temps, tu vois. D'accord. Où en fait, sur 6 mois, il y aurait eu peut-être 12 emails inspirationnels. Et ce que tu veux mesurer, c'est est-ce que ces 12 emails inspirationnels, cumulés, qu'est-ce qu'ils ont comment ils ont impacté? Par exemple, est-ce qu'ils ont augmenté les taux d'ouverture des emails commerciaux? Là, ça peut être intéressant. Parce qu'en fait, du coup, tu as apporté de la valeur et tu es pas juste en train de spammer à longueur de journée tes prospects. Ça peut être un exemple. Mais ça peut être que du coup, en fait, ça a augmenté ta conversion parce qu'au final, in fine, les gens, ils ont créé t'as créé un peu plus de préférences de marque que dans un scénario où tu fais que des emails commerciaux. Ok. Tout dernier sujet, celui qui est tout frais. Ouais. Sur votre homepage, on en a un tout petit peu parlé au démarrage. Donc, quand tu parlais du test entre les pages villes et la homepage pour convertir, vous êtes interrogé sur une question tout con, mais toute conne, c'est ça sert à quoi une homepage? Ouais. Vous êtes arrivé à quoi comme... En fait, c'est marrant parce que il y avait un travail sur la refonte de la homepage et on s'est regardé, on s'est dit, mais en fait, ça sert à quoi une homepage? 10 ans plus tard. Et en fait, c'est trop marrant parce que alors en fait c'est la page la plus importante, mais ça paraît tellement évident que tu penses même pas et tu théorises rien. Alors qu'en fait sur beaucoup de business, la homepage c'est je sais pas 80-90% du business, tu vois. Donc dans le cadre dans cette refonte, on s'est dit mais en fait elle sert à quoi la homepage? Et du coup ce qui est intéressant de se dire, c'est déjà il y a plein de segmentations que tu peux faire, tu vois. Déjà, est-ce que c'est ta page d'entrée de ton trafic? Ça, c'est le premier point de départ. Est-ce que la première page que les gens voient sur ton site est ta homepage ou pas? Souvent, c'est le cas. Mais déjà, tu vois, ils peuvent venir d'une page, par exemple, dans un e-commerce, d'une page produit, puis après revenir sur la homepage. C'est pas tout à fait la même chose que si les gens arrivent tout de suite sur la homepage. Et donc, il y a ce côté, est-ce que c'est la page d'entrée et la source du trafic? Et en fait, ça, c'est hyper intéressant parce que tu vois, typiquement, trafic direct, c'est des gens qui sont déjà éduqués sur ton produit. Donc, du coup, t'as pas besoin forcément de re-expliquer, de refaire de la pédagogie, de la réaction sur ton produit. Quand, par exemple, sur une requête générique en search, tu vas avoir besoin d'être beaucoup plus impactant parce que les gens, ils ont ouvert 3 onglets, ils ont ouvert tes 3 concurrents, et donc, du coup, il faut tout de suite que tu envoies des punchlines, de l'argument fort, etc., que tu mettes peut-être tes best-sellers ou selon ta stratégie. Donc, le premier point, tu vois, c'était un peu ça, c'est de se dire... en fait, les gens, ils viennent. C'est quoi la source? Et en fait, selon la source, est-ce qu'on peut pas en déduire les intentions de ces personnes-là? Et en fait, t'as 2 paramètres. T'as l'intention et l'éducation. Tu vois, pareil. Enfin, je redonne encore ton exemple, mais je pense que tous les gens qui vont sur le site de Kudak savent ce que c'est Kudak, j'imagine. Donc, du coup, t'as peut-être pas besoin de rééduquer sur la base, tu vois, et du coup, tu peux aller directement sur peut-être tes arguments différenciants, etc. Ou voilà, je sais pas, mais du coup, t'as le côté éducation et après, t'as l'intention. C'est-à-dire que, est-ce que là, les gens arrivent... je suis là pour choisir une agence ou pas? Je suis là pour choisir une agence pour booker un rendez-vous. Et tu vois, en fait, limite, tu peux mettre en gros le rendez-vous parce que les gens, ils veulent juste prendre un rendez-vous avec toi. Ou est-ce qu'ils ont une intention, par exemple, de benchmark, où ils sont encore un peu plus, tu vois, dans la découverte, et ils veulent voir un peu ton équipe, voir un peu tes cas étudiés, etc. Tu vois, quel est le niveau de chaleur de ton prospect? Et ça, ça dépend un peu de tes canaux, tu vois. Typiquement, en search, selon un peu les canaux, tu peux avoir des idées. Ça te donne des idées un peu sur les intentions des personnes. Ok, d'accord. Et du coup, en fonction de ça, in fine, tu peux dire, ça, c'est le trafic que je subis, entre guillemets. C'est comment sont les choses. Ça veut pas dire que du coup, tu dois adapter ton wording par rapport à ça, parce qu'en fait, peut-être que ta vision, c'est pas ça. Par exemple, imaginons que t'aies que du trafic, toi, aujourd'hui, de gens qui connaissent et qui viennent en tapant ta marque. Mais c'est peut-être pas ça ta vocation. Peut-être que demain, t'as envie qu'il y ait des gens plus froids aussi qui peuvent être convaincus ou pas, tu vois. Et donc, du coup, il y a un double travail qui est de comment je peux un peu changer mon mix canal et après, comment j'adapte mon wording pour convaincre parmi toutes ces intentions, qu'est-ce qui a le plus d'importance, tu vois, en termes de trafic. Ok. Et du coup, la homepage, aujourd'hui, vous avez abouti à quoi? Elle vous sert à quoi? En gros, les gens viennent faire une recherche. Ok. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, tout ça pour dire ça.
Ok, non mais au moins ça, vous l'avez revérifié quoi. En fait, les gens viennent faire une recherche. Donc, il faut focus Tout envoyer vers... tous vers la recherche. Voilà, ça peut paraître évident, mais du coup, en fait, après, ce qui compte, c'est aussi les ratios. Tu vois, est-ce que c'est 50% des gens ou c'est 90% des gens qui viennent pour faire une recherche? En fonction de ça aussi, tu peux faire des arbitrages. Parce que, imaginons que, par exemple, 40% des gens viennent faire une recherche, mais tu te rends compte que tu as 20-30% dans leur parcours après, par exemple. Nous, c'est une marketplace. Donc, tu vois, tu as des gens qui viennent louer et tu as des loueurs. Si tu te rends compte qu'en fait, tu as une part de ton trafic qui vient, par exemple, pour revérifier ses logs sur le site, bah, ok, en fait, dans ton discours, tes onglets ou quoi, il faut aussi inclure ces personnes. Tu vois, tu peux aussi... c'est des questions de pourcentage, parce qu'en fait, ton hero, tu vas pouvoir maximiser du coup pour le cœur mais tu as aussi, par exemple, tes onglets au-dessus. Tu peux aussi avoir des arguments qui servent par rapport à tous les objectifs de ta cible. Tu vois, tu peux faire un arbitrage. Tu vois, il y a des gens qui viennent pour prendre un rendez-vous, puis d'autres qui viennent pour autre chose, et puis tu peux ajuster un petit peu par rapport à ça. Et peut-être question con, mais tu le vérifies comment en fait, de savoir pourquoi est-ce que les gens y viennent, enfin, comment tu valides leur intention? Du coup, en fait, nous, alors comment on le valide? Pour le coup, c'est des hypothèses. T'as du coup par rapport aux sources et par rapport à leur parcours. Okay. Nous, ce qu'on a regardé, c'est que tu prends toutes les pages précédentes la homepage et tu regardes toutes les pages après la homepage et tu regardes tu regardes ce qu'ils vont faire et tu regardes s'ils se loguent ou pas. Tu regardes donc par exemple, tu vois quelqu'un qui au bout de 3 pages se retrouve sur une page propriétaire. T'en déduis que en fait c'était un propriétaire dès le début, donc du coup tu le réattribues et du coup tu sais que X% de ton trafic ce sont des propriétaires et du coup je sais pas, imaginons t'es 70% de search. On pourrait dire bah c'est bien, c'est pas bien, mais en fait si les 30% autres c'est des propriétaires qui vont sur Apple, en fait 100% de ta demande, des gens qui viennent pour de la demande font une search. Donc en fait c'est-à-dire que ta page elle est monstrueuse en termes de conversion. Mais si en fait t'as 1% de gens qui sont des propriétaires et que je sais pas, t'as que 10% de search, bah en fait tu te dis bah les 90% autres ils font quoi en fait? Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Parce que nous on est quand même bien pour faire une location, donc qu'est-ce qu'ils viennent faire? Est-ce qu'ils trouvent les infos? Est-ce qu'on arrive à les convaincre? Et tu t'adaptes. Ok, donc en fait tu m'as toutes les sessions dans lesquelles il y a une homepage qui apparaît. Ouais, c'est ça. Ok. Super clair. Écoute, ça fait 46 minutes exactement qu'on parle. Donc je pense qu'on va pouvoir clore ce podcast. J'ai posé la toute dernière question. Je me rends compte que je ne te l'ai pas donnée avant de commencer cet épisode. Mais elle est standard à la fin de chaque épisode des Bruts e-commerce. Est-ce qu'il y a une autre marque, e-commerce ou pas d'ailleurs, parce qu'en fait on parle de Getaround comme une marque e-commerce au calme dans les Bruts e-commerce, mais je pense c'est une définition assez libérale, disons. Donc toi tu admires les stratégies de croissance. Donc est-ce qu'il y a une autre marque dont tu admires les stratégies de croissance, pour faire ma phrase en une fois? En fait j'ai envie de parler d'une marque que je connais bien qui s'appelle Sing. C'est des amis qui ont une marque, du coup c'est des collants durables, enfin des collants pour femmes en gros que tu peux porter plus d'une 30aine de fois, qui permettent de résoudre le problème des collants déchirés quand tu vas en soirée ou quoi, et puis même juste un peu l'obsolescence programmée des... et du coup, enfin, eux, ce que j'ai kiffé sur leur stratégie un peu grosse, enfin, tu vois, c'est pas des experts de la grosse de base, mais en fait, je trouve qu'ils ont apporté énormément d'humain et de communauté. Et moi, ça m'a apporté un peu un vent de fraîcheur un peu sur, en fait, à quel point, tu vois, les gens quand... Moi, je suis très grosse data, on fait des dashboards énervés, on fait une LTV, des machins. Et je trouve que de voir des exemples de startups qui mettent tout sur la communauté, qui vont faire du personal branding, montrer les stocks, etc., mais en toute simplicité, en toute humilité, aller montrer le fournisseur, etc., de voir à quel point tu peux faire des chiffres monstrueux, moi, ça me régale. Et du coup, comme je les connais bien, je vois un peu tous les backstage. Et c'est hyper impressionnant. Et là, récemment, ils sont passés sur M6 et tu vois la croissance qui est monstrueuse. Et tu vois que, bah, en fait, aussi un bon storytelling, ça peut te valoir l'équivalent d'un gros budget en SEA. Et du coup, ça te permet aussi un peu de te dire, tu vois, de remettre un peu tout. Il y a tout le gros dont on vient de parler, mais il y a aussi, en fait, t'as plein d'autres leviers sous-exploités qui sont un peu différents, mais en lien avec le storytelling. Et du coup, bah, je kiffe les voir évoluer, ça marche super bien pour eux. Et voilà. Et j'ai l'impression que sur ces deux, enfin, si on vraiment caricature le truc, on met d'un côté les marques un peu communautaires, personal branded, storytelling, etc., et les marques bien data, bien acquises, bien dashboard. Ça cohabite très mal, je trouve. Il y a rarement des marques qui sont excellentes dans les deux. C'est vrai. C'est un beau sujet. Merci beaucoup, David.
pour tout ce temps se passer avec moi. 49 minutes d'enregistrement, donc on est nickel dans les stats habituelles d'un épisode des Bruts e-commerce. C'était super intéressant et très précis. Merci, on va s'arrêter là. Et à la prochaine pour un nouvel épisode des Bruts e-commerce. Tous.